De retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission, nous revenons au Togo. Nous parlons du recensement général de la population et de l'habitat. Le décompte fait pour le Togo 5 millions d'habitants avec 51% des femmes. Dans les détails, nous avons en 2022 8 95 498 habitants, dont 4 150 998 femmes et 3 944 510 hommes. Quels sont les enjeux de tels chiffres? Je commence par vous, Gabriel. Oui, vous savez, à chaque moment qu'il y a augmentation de la population, d'ailleurs, moi-même, j'étais surpris, j'étais surpris que de 2010 à 2023, on a fait juste un bond de 2 millions d'habitants, puisqu'en 2010, on avait une population de 6 572 000 habitants, mais aujourd'hui, on est à 8 millions et quelques habitants. Moi, je suis surpris, je pensais qu'on allait atteindre au moins les 10 millions, puisque plus de population, ça veut dire plus de marché et plus de main-d'œuvre, plus de ressources humaines pour le pays. Et mais plus bon, de charges. plus de charges, surtout. Mais aujourd'hui, quand même, c'est acceptable. Maintenant, il y a beaucoup d'enjeux et je pense qu'il y a aussi eu quand on parle de recensement, il y a aussi le recensement d'habitat. Ça veut dire que le gouvernement a pensé à évaluer les charges et les dépenses et surtout les zones dans lesquelles il faut encore des infrastructures. Avant, quand vous prenez juste la ville de Lomé, ça se limitait quelque part à Décon et autres, mais aujourd'hui, c'est jusqu'à Zanguira, ça dépasse même Zanguira. Les gens partent de Mouepé pour venir travailler à Lomé et repartir en même temps, de même pour Tchévi et autres. Donc, ça veut dire que le Togo est en train de s'agrandir. Les villes sont assez spacieuses aujourd'hui. Donc, je pense que le véritable problème, quand moi je suis allé à l'intérieur, parce que bon, Lomé, ça ne me préoccupe pas trop. Quand tu vas un peu à l'intérieur, la dernière fois j'étais à Gati et l'eau qu'on m'a servi à boire, ça s'apparentait à un café au lait. Je me suis posé énormément de questions, alors que cette zone-là, la nappe phréatique est assez bonne et je me rends compte qu'à un certain moment, on disait même que c'est de cette zone-là que viennent l'eau qu'on boit à Lomé. Donc je pense qu'il faut quand même investir dans ces zones et surtout penser aussi aux établissements scolaires, parce que quand tu vas un peu à l'intérieur du pays, tu te rends compte que véritablement les établissements scolaires, quand il pleut pendant les saisons pluvieuses, il y a certains élèves qui sont obligés de rester à la maison. Donc tout ça là, c'est à évaluer. Et je pense que l'augmentation de la population, surtout que l'intérieur aussi, il y a la population qui a exponentiellement augmenté. Quand on parle de la zone de Bassa, je pense que c'est 31% dans la zone de Bassa. Donc c'est à revoir et je pense que le gouvernement a déjà pris les mesures pour aider à ce que ces populations-là puissent trouver les infrastructures, puisque en matière de recensement, quand on fait le recensement, excusez-moi le terme, le recensement de la population et de l'habitat, c'est pour pouvoir pallier à leurs besoins et je pense que bon, le gouvernement va prendre les mesures pour pouvoir aider ces populations-là à avoir un meilleur niveau de vie et surtout aider à ce que les populations puissent prendre goût à rester dans leur zone et ne pas migrer toujours vers Lomé. Vivien, le Togo compte plus de 8 millions d'âmes en 2022. Quels sont les enjeux? Je vais d'abord parler de l'importance du recensement pour d'abord la population, parce que tout ce qui se fait au niveau étatique doit avoir pour finalité le bonheur, le bien-être de la population. Donc pour la population, cela permet de revoir les stratégies, de revoir les politiques mises en place et de faire des réformes pour pouvoir être plus utile et contribuer au développement de cette population. Pour l'État, ça permet de faire des prévisions, parce que désormais, on sait combien nous sommes sur le territoire, pas seulement combien de Togolais vivent sur le territoire, on peut dire avec plus ou moins des attitudes, parce qu'un recensement, c'est quand même une estimation, puisque malgré tout ce qui a été fait comme travail technique, nous sommes à environ, parce que il peut y avoir toujours des choses à dire. Et donc, on peut avoir au moins une idée sur le nombre de Togolais vivant au Togo, le nombre d'étrangers vivant au Togo, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, mais aussi les proportions, la jeunesse, les personnes âgées, quels sont ceux qui travaillent effectivement, quel nombre reste dans la fonction publique, quel nombre est dans le privé, ainsi de suite, mais aussi les problèmes d'adduction d'eau.
quelle est l'eau que nous buvons, et quelle zone n'est pas desservie en eau potable, quelle zone manque d'électricité. Donc c'est tout un travail méticuleux. Vous avez vu tous les partenaires qui se sont associés au Togo, au gouvernement, pour pouvoir réaliser ce recensement-là. Parce qu'au niveau mondial, les Nations Unies ont besoin des chiffres exacts pour pouvoir travailler. Si on prend le système, le PNUD, par exemple, a besoin de ces chiffres-là pour pouvoir faire ses programmations sur le pays, pour sortir des rapports et voir est-ce que au niveau de la lutte contre la pauvreté, cela avance. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les Togolais ont droit à l'électricité, la nuit, ainsi de suite. Ce recensement permet aussi d'anticiper sur les problèmes. Vous avez vu, il y a un phénomène présentement, et il y a un fait qu'il faut saluer. Le gouvernement a demandé à toutes les mairies d'anticiper sur les catastrophes, d'essayer d'assainir les milieux pour éviter l'inondation de la population. Je pense que le recensement nous permet aussi de savoir quelles sont les zones qui sont inondées et les zones qui sont inondables. Et on a parlé de l'habitat. Combien de Togolais vivent dans des maisons plus ou moins acceptables, et combien de Togolais vivent également dans les taudis, dans les ghettos, sauf qu'on peut se poser des questions de savoir est-ce que les gens ont réellement donné des informations crédibles, des informations vraies. Ça aussi, c'est un autre problème. On sait aujourd'hui quelle population reste en milieu rural et quelle population reste en milieu urbain. Et ça permet d'anticiper sur le problème des zones rurales. Aujourd'hui, avec la tournée que le président Faure Gnassingbé a effectuée dans le pays, notamment dans les régions, il a été question d'encourager la jeunesse à revenir aussi à l'agriculture, mais une agriculture rentable, pas une agriculture de survie. Et donc, tout cela, je pense que c'est important. Et vous avez vu l'engouement de tout le monde, que ce soit le gouvernement, l'exécutif, que ce soit aussi le Parlement. Et le ministre Ouadou Pessi n'a pas manqué de saluer l'implication de la presse, l'implication des médias, l'implication de tous les acteurs, les préfets, les chefs traditionnels, les associations, pour qu'on en arrive à ces résultats. Mais il faut le dire, c'est important que le recensement se fasse souvent et régulièrement, et qu'on ne saute pas d'année, et qu'on respecte effectivement ce qui a été édité par le système des Nations Unies, et qu'on sensibilise surtout les citoyens à donner de vraies réponses aux questions qu'on leur pose. Parce que après ce recensement, on doit être capable de savoir combien d'enfants naissent par jour ou bien probablement par semaine, et quel est le taux de fécondité, dans le pays. Mais est-ce que tout le monde a déclaré le nombre réel de ses enfants? Est-ce que les gens ont donné leur vrai âge? Parce que combien de Togolais disposent de carte d'identité nationale? Ça aussi, ce sont des problèmes. Et je vais terminer en disant que au-delà de faire ce recensement, il est très important qu'on puisse aller vers l'enregistrement biométrique. Il faut qu'on puisse disposer aussi des cartes qui nous permettent d'avoir les facilités. Aujourd'hui, aller même au Bénin à côté, ils ont essayé de faire quelque chose avec la carte biométrique. Vous pouvez, sur le champ, avoir accès à votre certificat de nationalité, à votre acte de naissance, juste avec cette carte. Et ça facilite la tâche au gouvernement dans les programmations vis-à-vis de la population. Beau Soleil, les enjeux de ces chiffres, de ces nouveaux chiffres, on était, comme le disait Gabin, en 2010, on était quelques 6 millions, maintenant on est à 8 millions en 2022. Vos analyses, quels sont les enjeux surtout? Oui, au fait, avant de parler des enjeux, il faut le dire, le recensement par rapport à une estimation de la population, le recensement c'est un comptage, donc il faut aller vers la population, il faut compter la population et c'est une opération qui se fait sur une période donnée. Donc c'est pour avoir un chiffre quand même plus ou moins exact
de la population. C'est pourquoi plusieurs acteurs sont impliqués. Et ces chiffres, le fait de compter la population, ça va à l'avantage du pays d'abord, et aussi de la communauté du système des Nations Unies. Donc c'est pourquoi il y a le PNUD et certaines structures des Nations Unies sont impliquées. Parce que Viviane tout dit par rapport aux enjeux, à l'importance des recensements. Mais ici, il faut quand même souligner le soulagement de tous les acteurs qui se sont impliqués, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au début, les gens étaient quand même réticents à ce recensement. Les gens ne voulaient même pas, parce que ils avaient d'autres problèmes que de se faire compter ou de se faire recenser. Et il a fallu des sensibilisations, la presse, les médias se sont impliqués, les politiques se sont impliqués, les associations, les ONG se sont impliqués. Et aujourd'hui, lorsqu'on a ces résultats-là, c'est un soulagement. Bon, et au fait, pour les 8 millions, ça n'étonne pas trop, parce que avant même ce recensement, les gens ont déjà fait cette projection-là. Et par rapport à 2010, on a déjà fait cette projection que le Togo, les gens ne disaient pas qu'on était à 7 millions. Même en 2022, on disait déjà que à 8 millions. À 8 millions. Donc, les enjeux, bon, ça permet au gouvernement de pouvoir faire des bonnes politiques, de bons programmes par rapport sur le plan social, sur le plan économique, même sur le plan politique. Lorsqu'il y a des élections, on sait que, par exemple, le recensement électoral, on saura à peu près, avant de commencer même le recensement électoral, on saura à peu près combien le nombre de populations qui a plus de 18 ans avant de se lancer, faire une projection. Et lorsqu'on a les résultats du recensement électoral, on les compare avec les résultats du recensement général pour voir si réellement on a touché quand même l'essentiel. Donc, au fait, il y a beaucoup d'enjeux. Et sur le plan social, je vais donner un exemple. Par exemple, en 2020, quand le gouvernement voulait envoyer des transferts, de faire des transferts monétaires à la population, à des populations vulnérables, mais ça a été très difficile de pouvoir cerner, et de pouvoir quantifier ceux qui étaient vraiment concernés par cette opération. Il y avait des gens qui n'étaient pas vulnérables, mais qui se sont inscrits sur la liste de ces transferts monétaires-là. Donc, actuellement, on va connaître à peu près ces populations-là les plus vulnérables. Et ça va arriver aussi bientôt. Viviane l'a dit, le recensement biométrique, ça va arriver. C'est ça aussi qui permet d'avoir exactement des données assez fiables. Oui, vraiment la structure de cette population-là sur le plan social et autres, quoi. Donc, le recensement a toujours été une bonne chose, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, tout le monde se réjouit de ce résultat-là qui va servir à beaucoup de personnes, non seulement au gouvernement, ça va servir aussi aux ONG, et à toutes les structures au niveau international. Donc, vivement que le recensement et les bonnes politiques soient quand même... C'est ce que souhaitent les populations. Ils se sont recensés et les gens attendent maintenant ce que va servir ce recensement-là. Et au niveau de la population, on attend que l'augmentation des conditions, l'amélioration des conditions de vie. Et je crois que le gouvernement va, par rapport à ce recensement, fera mettra en place la bonne politique, les bons programmes pour pouvoir aider les populations et améliorer les conditions de vie des populations. Ok, on connaît maintenant les chiffres, Vivien, on connaît aussi le pourcentage des femmes, 51%, plus de 4 millions. Quels sont maintenant les défis, Vivien? Oui, les défis, c'est très facile. Avec cette quantification, on peut effectivement faire la programmation. Et je voudrais dire aussi que aujourd'hui, vous pouvez avec exactitude dire que votre préfecture compte tel nombre de femmes, tel nombre d'hommes, tel nombre de jeunes. Vous pouvez même aller jusqu'à votre canton. Et le système ou bien la direction des statistiques
est capable de vous dire combien de personnes vivent dans tel quartier. Bon, c'est toujours une estimation quand on parle de chiffres de la population, mais ça permet de se programmer, de faire les prévisions. Souvent, les prévisions, dans moins de 40 ans, bon, pour ne pas être exact, parce qu'on dit 31 ans, dans moins de 40 ans, la population du Togo va doubler. Dans 31 ans, suivant les prévisions. Sauf que les prévisions, des fois, ne sont pas les réalités. Oui, on est toujours dans une estimation que la population pourrait doubler. Donc, de 8 millions, de plus de 8 millions, on pourrait aller à plus de 16 millions, voire les 17 millions. Donc, cela donne en même temps un ton au programme qu'il faut élaborer en attente de ces chiffres-là. Parce que si vous savez que dans moins de 10 ans, dans moins de 20 ans, les jeunes à Lomé, il y a, par exemple, si on prend 50 jeunes, il y aura 40 qui vont acheter des voitures. Oui. Ça veut dire que vous devez faire en même temps une prévision pour élargir un peu plus les routes, trouver des moyens pour éviter qu'il y ait des accidents. La même chose pour les zones rurales, où on doit savoir qu'il y a, par exemple, tel nombre d'élèves dans ce milieu qui nécessite effectivement un éclairage public pour apprendre. Parce que dans les villages, on continue pas à apprendre encore ces leçons sous les lampadaires. Mais malheureusement, il y a dans plusieurs milieux du Togo aujourd'hui, il y a effectivement les poteaux, mais il n'y a jamais de lumière. Et c'est dommage. Mais au niveau de la CET, on ne peut plus accepter, là aussi, il faut qu'on se dise un peu la vérité. Oui. On ne peut pas accepter encore qu'en pleine capitale de Lomé, qui est ce qu'on appelle communément le système araignée. C'est une honte. C'est une honte parce que, justement, l'État s'est doté de certaines structures pour pouvoir faire le travail. Ce n'est pas le président Faure Gnassingbé qui va mettre l'électricité dans les quartiers de Lomé. Non, je suis désolé. La CET doit faire son travail. Allez voir ce qui se passe dans les zones, les banlieues de Lomé. Et dans les villages du Togo même, n'en parlons pas. On prend de l'électricité avec un fil qui n'en vaut pas la peine et on met ça sur un petit bambou et on amène ça. On met la vie de la population en danger par ces pratiques-là. Moi, je pense qu'à partir de ce recensement, il y a les données qui sont disponibles et chacun doit faire son travail, que ce soit la régie des eaux, que ce soit la société qui s'occupe de l'électricité ou de l'énergie. La télécommunication. La télécommunication. Il faut servir les gens. Il y a des zones au nord du pays où c'est difficile de communiquer avec un réseau qui est censé être un réseau para-étatique. Oui. C'est pas possible que la société Move puisse atteindre des milieux et que Togocom n'atteigne pas ces milieux. C'est dommage que dans certains milieux, excusez-moi, il faut quand même qu'on se dise la vérité une fois et qu'on ne prenne pas ça mal. C'est dommage que dans certains milieux, on n'arrive pas à capter TVT. Ah oui. Il y a certains villages au Togo qui n'arrivent pas à capter TVT. Il y a certains villages au Togo qui n'arrivent pas à capter Radio Lomé, la radio nationale, Radio Kara, la radio nationale. Et c'est plutôt les radios et les télévisions des pays voisins qui sont plutôt bien regardés ou écoutés là-bas. Je crois qu'à partir de ce recensement, on doit relever tous ces défis. Toutes les structures étatiques, comme le disait Faure Gnassingbé à Thévié, doivent faire leur travail. Il n'appartient pas au président Faure Gnassingbé d'aller distribuer de l'eau à Kévé ou bien à Bakwasi ou... Non, les structures de l'État qui sont chargés de ça doivent faire leur travail. Et chaque structure a la possibilité, y compris nous-mêmes les journalistes, les médias, nous avons la possibilité à n'importe quel moment de nous adresser à la direction des statistiques et de l'ICEID et d'avoir les informations importantes, les informations nécessaires pour pouvoir avancer. Les ONG et les partenaires techniques et financiers vont utiliser beaucoup ces chiffres-là qui sont sortis du recensement. C'est bien que le recensement soit terminé. C'est bien qu'on dispose aujourd'hui des résultats, mais ce serait encore mieux, et le peuple peut l'apprécier à sa juste valeur, si toutes les structures de l'État essayaient d'utiliser ces chiffres donnés par le recensement pour pouvoir faire les prévisions pour le bien-être de notre population. Gabin Adjaro, la population en majorité féminine, quels sont les défis auxquels on pourrait être confronté?
Ah oui, je pense que déjà que le Togo est en train de faire d'énormes progrès sur le plan de la promotion de la gente féminine. Éduquer une femme, c'est quand même éduquer toute une nation. Je pense que le Ah non, gouvernement là, a on pris... parle des chiffres. Hein. Oui, les femmes sont plus oui, nombreuses que les hommes. Oui, Ça veut dire que les hommes peuvent prendre plus d'une femme. Non, il ne faut pas aller jusqu'à là. Je le dis pour blaguer. Ah, je sais. Même si je le pense réellement. Mais quand même, je le disais. Non, là, parce que nous parlons des chiffres, on ne parle pas du taux d'alphabétisation, non, on parle des chiffres. Quand même, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Voilà, ça n'a rien à voir avec... on va pas aller sur ça n'a rien à voir avec la promotion. Il y a certains hommes qui ont décidé d'être célibataires toute leur vie, donc on va pas faire un débat. Mais vous savez, prendre soin d'une femme, c'est beaucoup plus difficile que de prendre soin d'un garçon. La femme, il faut la surveiller comme du lait sur le feu. Et aujourd'hui, éduquer une femme, c'est quand même éduquer toute une nation, je l'avais déjà dit. Et aujourd'hui, quand on voit la sommité de notre cher pays, c'est quand même des dames au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la primature, dans le gouvernement, elles ont pris une forte proportion. Donc aujourd'hui, je pense que quand même, les femmes aussi au niveau économique, ça a pris de l'ampleur. Les femmes détiennent quand même les régies financières les plus nobles de notre pays. Donc je pense que quand même, en milieu urbain, en milieu rural, même en milieu rural, quelle est la bourse de la femme? Au niveau des travaux champêtres, quand même, elles essaient quand même de faire de leur mieux. Il y a des communautés, pour remettre l'argent à leur mari. Des maris qui jouent parfois des ludos sous les arbres. Mais on revient les nourrir. On vient les nourrir. Il y a de ces situations-là qu'on a eu à vivre dans les villages, mais quand même, il faut relever que cette augmentation du nombre de femmes, 51%, par rapport aux hommes, 49%, ce n'est quand même pas trop exagéré. Mais je pense que le gouvernement a déjà pris des mesures pour promouvoir la gente féminine. Je pense que la communication doit beaucoup plus aller vers les femmes de la zone rurale pour leur permettre d'avoir les meilleures informations, surtout les aider à s'instruire au mieux. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas si on fait encore des cours du soir qu'on faisait aux dames et tout ça. Il faut quand même continuer. Il y a même un ministère qui est chargé de ça. C'est une très bonne chose. Il faut quand même continuer à le faire pour permettre à cette dame-là d'être beaucoup plus ouverte sur le monde et aussi comprendre certaines choses, parce qu'il faut quand même aussi penser à la limitation du taux de natalité, parce que vraiment il y a dans certaines familles, c'est la femme qui constitue la télé. Il y a des femmes une seule femme fait 8 enfants, quand même elle est déjà très fatiguée à 40 ans. Le gouvernement ne passe pas la même chose que toi. Elle est déjà fatiguée. Comme le doyen le dit, comme il veut prendre 3 femmes pour le soir, on va quand même diversifier. Mais on a besoin d'avoir des enfants. Mais quand même, le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses sur le plan de la population. Sur le plan de la distribution de la richesse, je pense que le gouvernement est en train de prendre des mesures. Quand on prend le projet CISO, c'est un très bon projet maintenant. C'est autre chose que d'avoir des poteaux, mais de ne pas avoir de la lumière. Quand vous allez à Tablibo, sur la voie qui mène vers Hôtel Le Château, pour ne pas le faire de la publicité, il y a beaucoup de poteaux là-dessus, mais il n'y a pas de lumière la nuit. C'est tout noir. Ce n'est pas bien. Il faut faire quand même des projets et que ça soit beaucoup plus visible et profitable au niveau de la population. Beau Soleil, le défi de ces chiffres-là, les femmes qui occupent 51% de la population, plus de 4 millions. Oui, Vivien et surtout Gabin vient de parler de cette proportion de femmes qui dépasse celle des hommes. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, les femmes ont été toujours nombreuses, plus nombreuses dans tous les recensements. Elles ont dépassé 4 millions. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut changer. Et je ne sais pas si ça va changer un jour. Même non seulement au Togo, mais dans presque tous les pays du monde, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, ce qui est aussi important à souligner, c'est la population rurale par rapport à la population urbaine. Et la question qu'il faut se poser, quelle est la proportion de l'exode rural? Parce que, à vue d'œil, nous savons que les populations, les milieux
ruraux se vident de leur population, surtout de la jeunesse qui viennent dans les zones urbaines pour travailler, entre guillemets. Et des fois, et délaissent l'activité principale des zones rurales qui est l'agriculture. Alors que pour se développer, pour qu'un pays se développe, il faut la base même, c'est l'agriculture. Mais généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas les meilleures conditions pour faire une bonne agriculture. Ça aussi, c'est ce que Vivian vient de dire. Il faut faire de bonnes programmations, de bonnes politiques d'attraction pour ces jeunes-là. Aussi, parce que dans ces zones-là, quand vous prenez, je ne vous coupe pas la parole, quand vous prenez les jeunes, ils préfèrent quand même vendre les terrains qui vont servir à faire du champ et acheter les motos pour faire du Zémilion. Donc c'est de ça aussi qu'il s'agit. Mais heureusement, on parle de 54% par rapport à 48%. Ce qu'on ne sait pas, c'est pour le moment, on n'a pas les chiffres. Et bon, c'est pour les femmes et les hommes, c'est 51 et 49. Milieu rural. Milieu rural, ok, d'accord. C'est 54 et 46. Donc, au fait, ce qui est important, ce que moi je voudrais souligner, c'est que dans les milieux urbains, il y a toutes les usines, les sociétés, tout ça là sont concentrés dans les milieux urbains. Et ce qui attire les jeunes des zones urbaines et rurales à venir dans les villes. Mais au fait, il y a aussi quand même l'agriculture qui fait vivre. Et qui parle de l'agriculture parle des zones rurales. C'est au niveau des zones rurales qu'il y a la terre fertile où on peut pratiquer l'agriculture. Et l'agriculture... Sauf que les Chinois disent qu'on peut faire maintenant l'agriculture sur nos maisons à étages. L'agriculture en sol. C'est là où on manque de terrain fertile, on peut le faire. Mais ici... On parle de milliers d'hectares qui sont restés et qui ne sont pas cultivés. Alors que les jeunes qui viennent dans les milieux urbains souffrent quand même. Il y a d'autres qui ne trouvent pas du travail. On parle de 30 millions, plus de 30 millions d'hectares. Voilà, qui errent dans les zones, dans les villes. Et qu'on doit quand même sensibiliser à retourner à la terre. Oui. La terre, cultiver la terre, c'est une entreprise aussi. Oui. Lorsqu'on prend soin de l'agriculture, et ça fait vivre, ça fait vivre. Et on peut être riche, on peut devenir riche en étant agriculteur. C'est ce que nous ne comprenons pas. Agriculteur, justement, agriculteur, ça ne veut pas dire cultivateur. Non, je le sais. Oui, je sais. Et justement, il faut que les jeunes du Togo comprennent cela. Voilà. Être agriculteur, ce n'est pas péjoratif. Oui. Et même être cultivateur, ce n'est pas péjoratif. Oui. Sauf qu'on ne peut plus utiliser la roue aujourd'hui pour labourer des hectares. Voilà. Et il y a d'autres moyens. Hein, et tu l'as su bien dit qu'il ne faut pas pratiquer l'agriculture de subsistance. Voilà, c'est ça. L'agriculture, il faut mécaniser aussi mécaniser tout ça là. Donc, il le faut. Moi, je parle de ces chiffres-là où il y a quand même déjà plus d'habitants au niveau rural, que ça a été toujours comme ça. Maintenant, il faut quand même faire de bonnes politiques et il faut que ceux qui vivent dans les zones rurales aussi puissent savoir qu'on peut rester dans les fermes, dans les villages et devenir riche et avoir les meilleures conditions de vie. Donc, que chacun reste, que chacun quand même s'occupe de ce qu'il faut pour qu'il puisse évoluer. Et aussi, il appartient aussi au gouvernement et à l'État de pouvoir mettre les bonnes politiques en place. Et je crois qu'au niveau du Togo, le gouvernement est en train de faire un travail remarquable. Vivian vient de parler des tournées du chef de l'État par rapport à l'agriculture, les forums de l'agriculture. Les FOPAT. On espère que les résultats seront très visibles. Les résultats seront très visibles. Moi, j'ai participé au forum de la région des Plateaux. J'ai vu le chef de l'État rencontrer lui-même les agriculteurs. Moi, j'étais à Thévier. Pour les écouter, je crois que beaucoup de choses vont changer quand même après ces FOPAT. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à nos invitations, d'avoir répondu à nos questions dans cette émission. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Regard croisé.